Croyez-vous en la vie après la mort? Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. J'espère que oui, parce que j'ai des proches évidemment qui sont décédés aussi. Non, parce que c'est pas prouvé scientifiquement. Je pense qu'il y a quelque chose du matériel. Je crois en la vie après la mort aussi parce que je crois en la réincarnation. Quand la vie s'arrête, tout s'arrête. C'est biologique, c'est cartésien aussi. Je sais pas, mais au moins sous la forme d'une âme. Je pense qu'il n'y a que la matière. Et si vous voulez me le faire dire, l'âme n'existe pas. Je suis assez matérialiste, donc des fois non, et puis des fois je me dis pourquoi pas. Après, il y a des choses tellement qui ne s'expliquent pas que voilà. IDFM 98 de la bande FM. Une femme ce soir dans cet au-delà du miroir, Valérie Seguin. Les 3 jours et demi après la mort de mon père, c'est un livre qui est paru, Valérie, bonsoir, qui est paru il y a quelques années déjà. 2015. 2015, ça fait 3 ans. Et là, vous venez de sortir un film qui est visionnable sur YouTube pendant quelques temps, qui s'appelle « Et si la mort n'existait pas ?» Oui. Qui a fait en une semaine beaucoup de vues. Oui, puisqu'on est à 65 000 en une semaine. Vous allez le laisser en accès gratuit YouTube? Au moins 2 mois. Après, on verra. Voilà, au moins jusqu'à fin novembre. Le titre sur YouTube, c'est « Et si la mort n'existait pas ?» Voilà. On vous conseille d'aller le voir. Et ensuite, il y aura peut-être un deuxième film qui sera fait sur l'âme. Oui, parce que si la mort n'existe pas, ça veut dire qu'on a une partie de nous, une âme, notre conscience, qui repartirait dans un autre monde, qui est arrivé dans le bébé qu'on était, et qui ensuite, à la mort, sortirait du corps et repartirait. Je pense qu'il y a des moyens de se relier à cette âme, et ça apporte du sens, ça apporte de la joie, et c'est source de sens et de joie. Voilà. Alors vous dites à la page 43 de votre livre que vous témoignez. Pourquoi vous décidez de témoigner? Parce que grâce à ce que votre père vous a permis de vivre, vous avez eu la confirmation que nous vivons dans l'illusion que la vie terrestre est la seule réalité, alors qu'il n'en est rien. Il existe à mes yeux une autre dimension, régie par d'autres lois, qui ne sont pas les lois du monde terrestre. Et surtout, vous dites quelques pages plus loin que c'est l'au-delà qui nous demande, qui veut que nous sachions qu'il existe. On a ce sentiment parce qu'il y a encore 7-8 ans, on était tout seul dans notre coin à s'intéresser à ce sujet. Depuis environ 4-5 ans, on est vraiment aujourd'hui une communauté. Et on se relie tous et on fait tous, on essaie tous de faire avancer les choses, c'est-à-dire de faire connaître ce sujet au grand public parce qu'il est source de sens et de joie. Ça change tout quand on sait qu'il n'y a pas que cette vie terrestre. Ça change quoi? Ça change déjà au niveau du sens. On se dit, bon, si j'ai une âme qui est venue s'incarner sur Terre, c'est qu'il y a probablement une raison. Donc déjà, je cherche du sens à pourquoi mon âme a voulu s'incarner sur Terre. Vous avez trouvé la réponse? Je pense que c'est pour faire connaître ce sujet. Pour faire, moi, d'ailleurs, je m'y consacre depuis 4 ans. Écriture de livres et puis depuis 3 ans avec le documentaire. Et aujourd'hui, c'est quand même un sujet sérieux puisque de nombreux scientifiques sont convaincus qu'il y a une vie après la mort. Il y a un manifeste pour une science post-matérialiste qui a été rédigé par Mario Beauregard et signé par des centaines de scientifiques dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose c'est un vrai débat scientifique et sociétal, qui deviendra sociétal parce que c'est pas connu du grand public. Mais aujourd'hui, c'est un vrai débat scientifique entre les scientifiques matérialistes qui pensent qu'il n'y a que la matière et les scientifiques post-matérialistes qui, pour eux, il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que le corps, que le cerveau. Alors 4%, c'est ce que dit, je crois, c'est... Mario Beauregard. Il dit 4% de personnes auraient fait des expériences de mort ou des choses comme ça. Moi, je pensais que c'était plus que ça. Non, 4%. Ça, ouais. En revanche, les chiffres sont beaucoup plus élevés sur les sorties de corps. C'est 8 à 10%. Et alors, pour les contacts avec les défunts, on est plutôt aux alentours de 25%. Oui, c'est-à-dire de personnes qui ont eu des signes. Des signes, et c'est un peu ce qui est dans votre livre. C'est-à-dire que ce livre, Les 3 jours et demi après la mort de votre père, c'est votre histoire avec ce qui s'est passé après 3 jours et demi après la mort de votre père. Donc je le répète, c'est le titre du livre, mais c'est aussi ce qui se passe encore maintenant, parce que ça a duré 3 jours et demi de béatitude, de félicité, d'état de grâce, dont on va parler, mais donc votre père est mort
Le 7 juin 2014 à 3h25, ça fait 4 ans. 4 ans après, il est toujours là? Il est toujours là. Et comment? Alors, aujourd'hui, il se manifeste lors d'événements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement moi qui reçois des signes. Le reste de la famille aussi a des signes. Par exemple, de naissance, il s'est manifesté. Il y a eu un décès, il s'est manifesté. Donc finalement, ça serait à chaque fois qu'il y a un événement important dans la famille, il se manifeste. Et comment il s'est manifesté lors du décès? Alors, lors du décès, ça a été par téléphone. Ma belle-mère a perdu... ma belle-mère, c'est la femme de mon père, a perdu son père. Et ce jour-là, mon téléphone l'a appelé toute la journée. Et le soir, elle m'a appelé en me disant « Tu m'as appelé toute la journée, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai dit « non, je t'ai pas appelé. » Et non, mon téléphone, après vérification, n'avait pas appelé par erreur ma belle-mère. Et j'ai pensé, et je lui dis t'as décroché? Elle me dit mais non, chaque fois que je décrochais, il n'y avait personne au bout du fil. Et évidemment, j'ai pensé immédiatement à papa, parce que je sais qu'une des manifestations de défunts, ça peut être par les téléphones. Et là, voilà, c'était... Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, on se rend compte que en 2018, on a plein de moyens, ou tout du moins, ils ont plein de moyens de nous contacter, le téléphone, la télévision, le téléphone au niveau aussi des photos ou des films qu'on peut faire. C'est-à-dire, il y a une manifestation qui se fait par le réseau, par l'électricité, c'est comme si c'était une énergie qui pouvait se manifester de manière visible, mais par les nouveaux moyens de communication. Effectivement. Et ça, ces téléphones qui sonnent, je pense que tous ceux qui nous écoutent, c'est déjà arrivé d'avoir ou un téléphone qui se déclenche alors que vous savez qui vous appelle, mais la personne n'a pas appelé, ça s'est déclenché dans sa poche et vous l'entendez marcher dans la rue. Ça arrive assez souvent quand même. Oui, mais là, c'est pas quelque chose qui s'est déclancé. Vous voyez, quelque chose qui a été appuyé par erreur. Parce que mon téléphone n'avait pas appelé ma belle-mère. Vous voyez, quand un téléphone se déclenche tout seul, après vous avez l'appel. Et ça s'est pas vu sur le vôtre? Le mien, non. Non. Ah oui, sur sur mon le téléphone, vôtre, j'avais ouais. aucun. Ouais. Mon téléphone n'a absolument pas appelé ma belle-mère. Ouais. Ah oui, là, ça devient étonnant. Bon, vous avez perdu votre mère très jeune. Hein? Oui. Vous aviez 6 ans. Mais là, j'ai eu aucune manifestation. Non, vous aviez 6 ans, donc vous n'étiez pas trop dans la croyance en un dieu ou en une énergie divine. Et votre père non plus, d'ailleurs, il n'était pas croyant. On peut dire que c'était pas son truc. Non, pas du tout. Ouais. Votre père décède. Vous le trouvez beaucoup plus serein une fois qu'il est décédé. Ça nous arrive à tous, même des gens qui ont énormément souffert. Souvent, quand la mort arrive... il y a un relâchement, ils sont quand même libérés, on peut dire. C'est pas toujours le cas, mais ils sont libérés. C'est bien de le dire, hein, que la mort, elle apaise quand même. Mon père voulait pas mourir. Il était encore jeune, il avait aucune envie de partir. Il avait quel âge? Je dirais apaisé par rapport aux dernières 24 heures, 48 heures. Mais sinon, il avait 77 ans. Il travaillait toujours un mois avant son décès. Et donc, il n'avait aucune envie de... Oui, partir. mais là, je parle quand vous êtes venu le revoir après, il était apaisé quand même. Son Il visage... était apaisé, oui, par rapport aux dernières 24 heures, où là, il avait pris vraiment un coup de vieux. Mais voilà, c'est plus oui, au niveau physique. Oui, c'est-à-dire que le corps retrouve un peu ça. Alors, vous n'avez eu aucune tristesse. Finalement, il y a eu plutôt une immense joie. Comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai appris, j'étais chez moi quand j'ai appris son décès, et là, effectivement, j'étais très triste. Et mais je suis partie à l'hôpital au bout d'une demi-heure. Et c'est à l'hôpital, dans sa chambre, face à lui, que ça a commencé. Que je me sentais en paix. Et j'ai mis ma main sur son front. Et à partir de ce moment-là, je me sentais en paix. Il y a même un moment où j'étais avec ma belle-mère, je lui ai dit, je sens la présence de papa. Elle me dit, moi pas du tout. Enfin, vous voyez, c'était une réaction vive, parce que ce que je comprends. Hein.
Mais moi, je sentais voilà, un enveloppement d'amour et qui finalement a duré 3 jours et demi, mais de manière complètement anormale. C'est-à-dire, je ressentais aucune émotion négative. C'est-à-dire que même dans une journée lambda, il y a toujours des moments où on est agacé, où on est un peu plus... on peut pas être zen tout le temps, on peut pas être joyeux tout le temps. Mais là, on parle de... J'étais pas joyeuse ou zen, j'étais au-delà de ça. J'étais vraiment dans un état de béatitude et de félicité. Enfin, voilà, enveloppé d'amour. Je compare ça à l'amour, c'est-à-dire que imaginez votre plus beau jour ou un jour où vous étiez très amoureux, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est pas normal. Je savais bien que ce phénomène était anormal. Alors vous avez mis la main sur son front, vous l'avez touché? Oui. Il n'y a pas eu un barrage? Parce que Non. souvent, quand on veut toucher les morts, il y a la main qui s'arrête. Non, il n'y a pas eu de barrage. Il était encore chaud? Non. Non, parce qu'il est décédé à 3h du matin et moi je l'ai vu, il devait être 7h ou 8h. D'accord. Il y a tout un passage dans votre livre où l'importance de veiller les morts, ces fameux 3 jours et demi qu'on retrouve dans le livre des morts tibétains. C'est important de dire qu'il faut réveiller les morts. Alors, moi, ma propre expérience me montre que est-ce que si j'avais pas touché mon père et si j'avais pas été dans l'entourage du corps, même quelques minutes, parce que je suis restée très peu de temps, Ouais. est-ce que j'aurais vécu ce phénomène? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je conseillerais effectivement d'aller voir le corps, d'être en présence. Et une de mes amies que je cite également dans le livre, Juliette, son père était à la morgue et elle allait le voir tous les matins et tous les soirs parce que elle, l'enveloppement d'amour, elle l'avait quand elle était à la morgue. Donc, il se passe bien quelque chose, il peut se passer en tout cas quelque chose quand on est avec le corps du défunt. Quand on n'a pas peur de la mort. Parce que le problème, c'est d'être en face d'un mort. C'est quand même... c'est pas tous les jours, hein. On en a vécu combien? Pas tellement dans sa vie. Et ça fait un peu peur. Ça peut faire peur. Alors, les psychologues disent qu'ils conseillent d'être présent, Oui, de regarder la mort en face. de regarder la mort en face. Peut-être aussi pour ne pas culpabiliser derrière, après se dire mince, je ne l'ai pas veillé, il était tout seul, je ne l'ai pas accompagné. Donc oui, alors c'est vrai que à l'extrême, c'est ramener le corps chez soi. Mais ça, c'est à l'extrême. C'est vraiment, le mieux, ce serait de mourir à domicile. Voilà. Ou sinon, s'il est à l'hôpital, ramener le corps chez soi. Et ça, il y a des gens qui le font. Hein. Il y a des tables réfrigérées pour cela. Mais si on ne veut pas aller à ce stade-là, on peut au moins aller à la morgue, voir le corps. Aller dans la chambre funéraire, voir le corps. Donc ne pas refuser à la veuve ou au veuf aussi d'y aller. Au contraire. Sous prétexte que c'est pas un spectacle. Non, mais justement, au contraire. Parce que si l'âme, elle est effectivement dans l'entourage du corps, elle peut apaiser. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose en présence du corps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est parce que je suis allée voir mon père que j'ai vécu ça. Peut-être que je me trompe, mais c'est parce que j'ai été en présence du corps. Mon amie Juliette, c'est pareil. Parce qu'elle le vivait, ce phénomène, elle le vivait à la morgue. Vous avez connu d'autres personnes, c'est aussi dans votre livre, qui ont vécu ce genre de phénomène. Oui, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à en parler, il y a des personnes, des amis qui m'ont dit, tu sais, moi j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, mais voilà ce qui s'est passé. Donc effectivement, j'ai eu une dizaine de témoignages autour de moi. C'est la communauté, comme vous dites. Alors là, oui, parce que les gens n'osent pas en parler. Les gens n'osent pas parler de ce sujet parce qu'ils ont peur de passer pour des illuminés. Mais il suffit que quelqu'un en parle pour que les autres disent, bah oui, effectivement, moi aussi. Ah oui, puis c'est aussi parce qu'on n'est pas entendu quand on en parle. Parce que c'est tellement... comment dire, la mort d'un proche, quand on en parle aux autres, c'est pas pratiquement recevable. Effectivement, ouais, c'est vrai. En effet. C'est tellement personnel que c'est comme si on parlait de sa sexualité, quoi. Enfin, voilà, c'est au même niveau. On n'a pas le droit d'en parler. Quelque part, c'est quelque chose qu'on ne doit pas dire. Ouais. Alors que finalement, c'est comme on se réjouit de la naissance. Et avant, la naissance était cachée aussi. On cachait. Maintenant, la naissance, elle est filmée. Mais un jour, on filmera peut-être la mort. Peut-être. Mais je co-anime des ateliers au Forum 104 sur des groupes de parole sur la mort qui durent 2 heures. Ça fait 3 ans.
Et à chaque fois, il y a des personnes qui viennent et qui sont tristes parce que peut-être qu'ils sont en deuil ou ils vont partir eux-mêmes. Et tout le monde ressort de ces 2 heures avec un sourire. C'est-à-dire qu'on a parlé de la mort pendant 2 heures et pourtant on est tous joyeux à la fin. Oui, c'est pas forcément Donc, triste, la mort. exactement. Donc parler de la mort n'est pas forcément un sujet triste. Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. Alors, si il y a une vie après la mort, qu'est-ce que ça change pour le commun des mortels dans cette vie-là? Alors, dans cette vie, ça remet les choses en perspective, la vie en perspective, parce que déjà, ça veut dire qu'on est là probablement pour une raison. Pourquoi est-ce que s'il y a une vie après la mort, ça veut dire qu'il y a eu une vie avant la vie, et donc l'âme est venue s'incarner sur Terre. Pour quelle raison? Et pour travailler. Pour travailler sur soi, travailler apparemment sur l'amour. C'est ce que nous disent ceux qui reviennent de la mort, ceux qui ont été réanimés, les expériences de mort imminente, ceux qui ont été réanimés, nous disent que nous serions là pour apprendre à aimer, élever notre niveau de conscience, travailler certainement la compassion, travailler l'empathie, travailler notre relation à l'autre. Et donc je trouve que ça change les choses. Et puis aussi, quand on pense qu'il n'y a que cette vie terrestre, il y a un manque de sens, quoi. Pourquoi la plupart des gens sur cette terre souffrent? Donc, parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont amassé, alors que finalement on se dit qu'on n'emmène rien là-haut. Non. Donc ça remet les choses... je trouve que c'est même antidépressif, parce que on se dit, de toute façon il y a un au-delà, donc ok, je souffre là, mais au lieu de souffrir, au lieu de déprimer, je vais peut-être me dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Peut-être que les épreuves, c'est aussi des voies d'amélioration ou de progression pour nous. Donc je trouve qu'on est moins déprimé. Enfin, de toute façon, toute cette communauté qui aujourd'hui sait qu'il y a un au-delà, et on est nombreux maintenant en France, on est globalement tous assez joyeux, ou en tout cas il y a un côté lumineux qu'on ne voit pas forcément dans le reste de la population. Oui, alors il y aurait aussi le fait de se dire, puisque j'ai plusieurs vies, même si dans cette vie je ne réussis pas, j'aurai la chance de recommencer. Oui, donc ça peut être aussi, à double tranchant. Et je pense aussi ce que ça change aussi, c'est qu'on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on fait de notre vie et à notre conscience, parce que... on se flagelle un peu plus. Je dirais pas se flageller, mais plutôt, je fais attention parce que j'ai peut-être des comptes à me rendre après. Oui, mais justement, le fait de se dire qu'on n'est pas parfait, c'est toujours une remise en question, et quelquefois on peut en avoir assez, de se dire, ouais, j'en ai... là-dessus, j'ai pas encore été bien, j'arrive pas, je redémarre sur la même histoire, je ne donne pas assez d'amour, je suis pas assez patiente, je suis pas assez compatissante, je donne pas assez de temps... Voilà, on peut se flageller, c'est-à-dire on peut aussi se dire qu'on n'en fait jamais assez. C'est vrai, ça pourrait être... on peut se dire... essayer de voir... Vous avez parlé tout à l'heure de plusieurs vies, donc on a plusieurs vies pour apprendre. Qu'on fasse une partie dans cette vie. Donc à la fin de notre vie, on se dise, j'ai quand même fait ça. Oui, ou peut-être se dire que finalement tout ça n'a pas une si grande importance, et qu'il suffit de faire de son mieux. Voilà, de son mieux, ouais. Plutôt que de vouloir être parfait. Et puis, vouloir être parfait, c'est l'ego, finalement. Il faut aussi, s'aimer soi-même. Enfin, il faut aussi avoir un regard bienveillant sur soi. Et s'aimer, c'est aussi... Il y a une personne... J'ai un témoignage de Amy où la personne, elle, ce qu'elle est revenue, c'était pas apprendre à aimer les autres, c'était apprendre à s'aimer soi. Parce que c'est une personne qui, justement, avait tendance à se flageller et à ne pas s'occuper ne pas s'aimer elle et ne pas s'occuper d'elle. Son message, c'était plutôt occupe-toi de toi et aime-toi toi. Mais c'est difficile parce qu'on se dit que si on ne fait pas assez pour les autres, on aura des comptes à rendre. Et en même temps, on peut être un peu dans la colère en se disant « et moi dans l'histoire ». C'est l'ego, mais c'est quoi ce moi dans l'histoire qui fait, comme vous dites, cette femme... Aime ton prochain comme toi-même, c'est déjà s'aimer soi-même. Alors, ce qui est intéressant dans le film, je pense, et même dans le livre, les enfants aussi voient des choses. Les enfants sont peut-être encore plus proches que les adultes sur le passage, au niveau quand ils reviennent de ces expériences de mort imminente. Oui, vous parliez de chiffres tout à l'heure. Les enfants, c'est aux alentours de 50 à 60%.
pour les expériences de mort imminente chez les enfants. Parce qu'ils sont encore beaucoup plus près, la fontanelle n'est pas fermée. Ouais, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que dans les hôpitaux d'enfants malades, les cancéreux rassurent les parents en disant que ça va bien se passer. Des études européennes et américaines montrent qu'environ 20% de la population a déjà reçu d'une manière ou d'une autre un contact d'un proche défunt. La présence d'un grand-père, par exemple, à des moments difficiles où je sens une force, une sensation de main posée sur l'épaule, de présence vraiment, de chaleur, voilà. C'était ma 2e année en droit et c'était juste avant l'examen et j'ai ressenti effectivement une protection, oui. Je ne sais pas si vraiment c'est un signe ou c'est moi qui l'ai interprété comme ça, mais c'est vrai que j'avais une impression de présence après sa mort un peu, et puis ça fait très longtemps qu'elle m'a plus donné des signes de vie. On a eu en fait quelques phénomènes bizarres, le séchoir qui s'allumait tout seul, la télé qui s'allumait toute seule également. Enfin, ça passait vraiment dans l'électricité. Après le décès de mon père, j'ai eu des phénomènes bizarres dans ma penderie avec l'électricité, la lumière qui s'éteignait, s'allumait, s'éteignait, s'allumait. J'ai su que c'était lui dans ma tête qui m'a envoyé un message. J'ai même dit bon, j'ai compris, et ça s'est arrêté. Deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM où nous retrouvons Valérie Seguin, les 3 jours et demi après la mort de mon père, au sujet de ce livre donc qui est publié aux éditions des Arènes. Alors, vous avez parlé d'un sentiment amoureux. Votre père ne voulait pas être veillé, ça c'est clair, il ne voulait pas que vous soyez là. Il ne voulait pas non plus que la famille soit là aux obsèques. Pourquoi ? C'est pas la famille non, il ne proche, voulait, non, mais en tout cas, il voulait que la famille, ouais. Oui, et pourtant, il avait de très très bons amis qui d'ailleurs lui en ont voulu après, parce qu'ils auraient voulu être là pour les obsèques. Et c'était une erreur, je pense, de sa part. Il voulait embêter personne. Et il considérait que faire venir les gens de loin pour des obsèques, ça casse les pieds à tout le monde. Et enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le voyait. Et il ne voulait pas faire subir ça à ses amis. Et ça, il vous l'a dit combien de temps avant sa mort ? 1 semaine. Ah oui ? Oui, c'était très, très clair dans sa tête. Et en fait, les amis, eux, auraient voulu être là. Et on les a empêchés. Et ça, je pense que ça les a blessés. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été blessées de ça. Mais s'ils écoutent cette émission, ils comprendront que c'était la volonté du défunt. Oui, mais c'est pas de votre faute à vous. Oui, mais c'est dommage parce que... oui, voilà, c'est pas grave. Oui, puis aux obsèques, finalement, il se passe toujours des choses. Oui. Il y a une espèce d'énergie. Il y a un beau passage dans votre livre sur calmer l'angoisse des mourants. Il ne faut pas mentir aux mourants. Oui, parce que finalement, on est dans les non-dits. C'est pire que le non-dit, le mensonge. Oui, c'est-à-dire c'est pire que le non-dit. Ouais, ne pas mentir, c'est... C'est ne pas dire t'accroche-toi, ça va aller bien. Voilà, c'est ça. C'est et puis oser dire que la personne va mourir, va partir. Il faut qu'elle voie la mort. Enfin, il faut un moment qu'elle sache qu'elle va partir. Et puis nous aussi. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Et puis nous aussi, il faut accepter que la personne parte. Exactement. Enfin, dans le cas de mon père, nous on le savait, pas lui. Il l'a jamais su. Il l'a su. Il est arrivé aux soins palliatifs. Il connaissait pas le mot palliatif, ce qui fait qu'il ne savait pas qu'il allait dans une maison où on va mourir. Et il est arrivé à l'hôpital. J'étais avec lui. Il a dit à la doctoresse j'espère que vous allez me remettre sur pied, parce qu'on lui avait dit qu'on le transférait dans un établissement où on allait bien s'occuper de lui. Donc lui, il pensait qu'on allait le remettre sur pied. Et en fait, non. S'il était aux soins palliatifs, c'était pour décéder. C'était pas pour être mis sur pied. Et quand il a vu sa mère apparaître sur l'écran de télévision, là, il s'est posé des questions. Là, il a su. Il a su qu'il allait partir. Habillé en bretonne, en plus. Voilà, ouais, alors, comment on peut expliquer ça, que sa mère apparaît sur un écran de télé alors qu'il regardait quelque chose ? C'est ce qu'on appelle les visions des mourants, les visions des agonisants, qui sont extrêmement fréquents et qui apparaissent en général 1, 2 jours, quelques jours avant le décès. Ce sont des proches décédés avant nous qui viennent nous chercher. Alors c'est très spécial parce que moi, ma grand-mère est morte très âgée et bien longtemps avant, je dirais 5 ans avant, elle était à l'hôpital et elle me disait qu'elle voyait des gens autour d'elle et je pensais qu'elle allait mourir. Elle n'est pas morte.
Donc elle a eu des visions. Alors peut-être qu'elle était entre deux mondes, mais c'est pas pour ça qu'elle est morte. Elle était peut-être proche. Elle en de la était mort. proche, mais elle voyait du monde. Philippe Labro aussi, dans son livre, il en parle des mourants, mais il n'est pas mort. Donc il est revenu, en fait. Il est revenu. En tout cas, elle a bien duré 5 ans de plus. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait à ce moment-là, même si la personne revient dans le monde terrestre. En ce qui concerne ma grand-mère, elle n'avait pas peur, mais elle était très surprise. Elle me disait, tu les vois pas? Je disais, non, je les vois pas, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a des questions qu'on peut demander aux mourants. Hein. On peut leur demander ce qui leur ferait plaisir, qu'est-ce qui les empêche de partir, quand ils ont commencé à accepter. Alors, votre père, lui, il s'est rendu compte quand même quelques jours avant que c'était fini. Non, c'est la vision des mourants, c'est la vision de sa mère. Donc c'est là où il s'en est rendu compte. Oui, parce qu'il a dit à ma belle-mère, c'est pour aujourd'hui ou demain, je vais partir. Alors que quelques heures avant, la veille, non, pour lui, il était Et à vous, il ne vous l'a pas dit? C'est ma belle-mère qui m'a dit qu'il savait. Et moi, quand je suis arrivée à l'hôpital, il m'a plutôt parlé de la vision de ma grand-mère, donc de sa mère. Ouais. Et donc, ça voulait dire... Et c'est là que je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te dise que moi, a priori, je pense qu'il y a après la mort? Puisque jusqu'à présent, il ne voulait pas parler de la mort. Donc, il m'a dit oui. Donc, si vous voulez, on savait tous les deux qu'il allait partir. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai aucune certitude, mais ceux qui sont décédés cliniquement et qu'on a réanimés après un arrêt cardiaque... Voilà ce qu'ils disent. Ils disent que c'est un monde d'amour, que c'est... t'as pas à avoir peur, t'inquiète pas, c'est quelque chose de beau. Alors je lui dis, mais s'il y a quelque chose, hein, j'ai aucune certitude. Vous lui avez parlé de la lumière? Voilà, et de la lumière. Ça a dû s'éclairer dans sa tête. L'important aussi, vous parlez de... On va revenir sur la mort de votre maman. Ce que vous auriez aimé qu'elle vous laisse, c'était un écrit. Oui, parce que quand quelqu'un décède, vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas envie de parler des décès. Moi, c'est quelque chose qui enfant enfin, c'est quand même un drame quand on perd sa mère à 6 ans. Et après, je ne voulais pas qu'on me parle de ma mère. Je n'aimais pas qu'on me parle de ma mère parce que ça me rendrait triste. J'étais sensible, c'était vraiment ma corde sensible. Et ce qui fait que finalement, comme personne n'en parlait, moi non plus, eh bien, je ne savais rien de ma mère. Et donc, j'aurais souhaité finalement qu'elle me laisse un écrit, puisqu'elle savait qu'elle allait mourir, c'était une longue maladie, dans lequel une lettre, dans laquelle elle expliquait qui elle était, qu'est-ce qu'elle aimait, parce que finalement, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec qui que ce soit. Donc, je ne connais pas ma mère. Mais elle avait des sœurs, des frères? Oui, mais je ne voulais pas en parler. Et maintenant, ils sont toujours là? J'ai pas forcément envie d'avoir ces discussions. J'ai pas forcément envie de... Vous voudriez que ça vienne d'elle? Oui, voilà. Je n'ai pas forcément... j'avais pas forcément envie d'un intermédiaire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour lui demander encore qu'elle vous envoie quelque chose? Ça fait 40 ans, ça fait 45 ans. Mais le temps ne passe pas là-haut? Peut-être, mais elle a jamais envoyé de signe. Jamais en rêve? Jamais. Jamais, ça ne veut pas dire jamais. Jamais aucun. Donc, on verra, peut-être que ça va venir. Vous avez des photos d'elle quand même? Oui, j'ai des photos, ouais. Ben oui, mais je n'ai qu'une photo. Je ne sais rien d'elle. Qui elle était. Donc, osez demander au mourant ce qui lui ferait plaisir, ce qu'il voudrait faire, qui il souhaiterait voir, s'il a des choses à nous dire. Ne pourrions-nous pas aussi avouer, en tant qu'accompagnant, notre tristesse et notre éventuel mal-être? C'est important parce qu'on n'ose jamais parler de nous. Quand on est au chevet d'un mourant, on n'ose jamais parler de nous parce qu'on se dit que c'est lui ou elle qui est la plus importante. Quelque part, il faut oser le dire. Qui va nous manquer, ou qu'on l'aime. Voilà, il faut qu'on l'aime, bien sûr. Et surtout aussi demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, comment est-ce qu'on peut l'aider, parce que c'est important de partir en ayant réglé tout ce qu'on avait à régler au niveau relationnel. Ce qu'on faisait avant, il y avait la confession, il y avait un prêtre qui venait. Ouais. Donc c'est très important de partir apaisé sur ces relations. Et ça, tout le monde le dit, les médecins soins palliatifs, évidemment toutes les traditions. Et donc l'aider, lui dire comment est-ce qu'on peut t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider là-dessus, qui veux-tu voir, ça peut permettre de l'aider à régler ces relations qui sont peut-être
qui nécessitent peut-être de nouveaux contacts. Et là, vous vous êtes demandé pourquoi c'était vous et pas un de vos frères et sœurs. Peut-être vous nous donnez la réponse en disant que c'est parce que vous aviez mis la main sur son front. Et que j'étais en présence du corps. Est-ce que quand on vous a demandé si c'était une hallucination, vous avez répondu qu'une hallucination, ça ne dure pas 3 jours et demi? Non, et puis il n'y a eu aucune hallucination, j'avais toute ma tête. J'étais juste dans un état émotionnellement de joie intense. Et zéro, c'était au niveau de l'émotion, et zéro émotion négative. Aucune. J'étais vraiment dans un état de bien-être, vous voyez, qui est rare. C'est rare d'être bien pendant 3 jours et demi, mais vraiment dans un état de béatitude. Enfin, mais j'avais toute ma tête. Donc ça peut pas être une hallucination. Il y a un très beau passage de Victor Hugo. Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent point. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris à notre monde de ténèbres. Ils sont en haut et tout près. Qui que vous soyez, qui avez vu s'évanouir dans la tombe un être cher, ne vous croyez pas quitté par lui. Il est toujours là, il est à côté de vous, plus que jamais. La beauté de la mort, c'est la présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. L'être pleuré est disparu, non parti, nous n'apercevons plus son doux visage, mais nous sentons sous ses ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. C'est Victor Hugo qui écrit ça, donc, après les obsèques de la fiancée de son fils. Lui, c'était vraiment, Victor Hugo, quelqu'un qui parlait avec l'au-delà. Hein. Effectivement. Mais c'est vrai que ça permet d'aborder aussi le deuil de manière différente, parce que ma grand-mère qui est décédée il y a 1 an, je savais qu'elle était toujours... si vous voulez, je n'ai pas pensé oh pauvre de moi, j'ai perdu ma grand-mère, mais plutôt, bon, ok, elle est décédée, ça veut dire qu'elle doit passer vers la lumière, et j'ai plutôt essayé de lui envoyer de l'amour, et de lui dire... j'ai plutôt été dans la prière pour elle, pour l'aider à partir, et que son passage se passe bien. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas que quand une personne meurt, il y a tous les souvenirs qui remontent. Oui, mais ça c'est égoïste aussi, c'est non, soi. Mais aussi... on n'y peut rien. C'est-à-dire que on revoit des repas, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il y a la mort de quelqu'un, pour celui qui reste, c'est toute la vie de cette personne qui est partie qui remonte à la surface dans notre propre mémoire. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Oui, mais les premiers jours, on peut peut-être essayer de se dire, bon, je ne pense pas à moi, je pense à elle. Ah oui, ça je suis d'accord. Et l'aider à partir, l'aider à ce que ça se passe le mieux. Et pour elle, il vaut mieux qu'elle ne nous voit qu'elle ne nous voit pas triste, oui, enfin, en tout cas le moins triste possible. Puisqu'il semblerait qu'ils voient encore ce qui se voilà. passe. Et que notre chagrin, oui, voilà. Ils entendent nos pensées et notre chagrin les retient. 3e et dernière partie de cet Au-delà du miroir, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Bande FM, avec Valérie Seguin, les 3 jours et demi après la mort de mon père, et puis le film « Et si la mort n'existait pas ?» et on est reparti pour la 3e partie. Donc c'est cette phrase aussi à la page 57, pour ceux qui sont un peu incrédules et qui nous écoutent. De toute façon, vous ne serez pas là pour le voir. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous raconte là, pour les incrédules, vous vous dites que de toute façon, il n'y a rien après la mort. Et que de toute façon, on ne sera pas là pour le voir. Hein. C'est les incrédules qui disent ça. Et vous dites que cette remarque se veut sans doute purement factuelle, car elle vous choque. Qui dit que l'âme ne survit pas à la mort et qu'elle ne sera pas là aux funérailles. Papa m'a prouvé qu'il était présent dans le corbillard. Aux funérailles du père de Juliette, sa fille de 7 mois regardait en l'air quelque chose, une présence qui l'a fait rire à plusieurs reprises. Alors, il était là aux funérailles, votre père ? Alors, je ne sais pas s'il était présent aux funérailles, mais en tout cas, sur le chemin, oui, puisque c'est moi qui étais dans le corbillard, entre l'hôpital et le cimetière, le funérarium, et il y a à peu près 45 minutes de voiture. Et un corbillard, c'est un peu glauque dans un corbillard. C'est froid. Voilà, c'est froid. Et tout à coup, j'ai à nouveau ressenti cette énergie d'amour, mais différemment. C'est-à-dire, je n'étais pas enveloppée d'amour, c'est de l'amour qui venait d'en haut. Et c'est là que je me suis dit, bah ok, l'amour, il me l'envoie différemment,
Donc il a dû passer à une autre étape. Mais en tout cas, il était là. Ouais, c'est-à-dire que son corps était là, mais... Son corps était à côté de moi dans le cercueil. Lui, il était déjà monté. Lui, en tout cas, il m'a envoyé... J'ai été inondée d'amour dans le corbillard. C'est-à-dire que j'ai passé 40 minutes dans le corbillard en état de béatitude à nouveau. Et dans cet état, si vous voulez, extrêmement joyeux. Alors moi, j'ai vécu ça aussi à la mort de mon père, mais c'est plutôt parce que... Enfin, j'ai pas vécu la même béatitude que vous, mais quelque part, j'étais tellement soulagée qu'il souffre plus. Que quelque part, j'étais heureuse. J'étais heureuse que ça s'arrête pour lui. Comme ça peut arriver à un tas de gens qui meurent dans des souffrances pas possibles. On peut être soulagé, c'est-à-dire on peut avoir cette paix aussi qui arrive en se disant « Ouf, merci, que ça s'achève ». Parce que lui, il a pas souffert, il a souffert beaucoup. Non, puisque je vous dis, un mois avant, il travaillait. Donc c'était pas lié à ça. Non, c'était pas lié à ça. Et puis en plus, c'est pas dans le corbillard qu'on se dit « Ouf, ça s'arrête ». Oui, c'est pas. Mon père, il a été hospitalisé 15 jours et les soins palliatifs les 3 derniers jours. Ça s'est fait extrêmement rapidement. Oui, il y a eu une mort rapide. C'est quand même rapide. Oui, vous n'avez pas eu trop le temps de vous y préparer. 15 jours. Et non, une semaine. Voilà, parce que c'est une semaine avant qu'on a su qu'il allait partir. C'est court. Hein. Oui, c'est court. Alors, vous comprenez les apparitions de la Vierge ? Non, vous comprenez les gens qui voient des apparitions ? Oui, tout à fait, puisque j'ai eu des témoignages de personnes qui... parce que depuis le livre, effectivement, je reçois pas mal de témoignages de contact avec les défunts, et il y a des témoignages de personnes qui ont vu physiquement un défunt. Non, pas la Vierge, je parle de défunt. Non, je n'ai... Mais ça doit être le même style de manifestation. Alors, dans votre livre, il y a tout un chapitre sur les 3 jours et demi. Donc, c'est les 3 jours et demi qu'il faudrait essayer de ne pas... de garder, de ne pas faire de crémation avant, au moins. C'est-à-dire de permettre aux morts de pouvoir s'extraire, on peut dire aussi, de son corps physique. Moi, je sais qu'on fait des crémations avant 3 jours et demi, maintenant. Je crois que c'était interdit en France avant 3 jours. Non. Moi, j'ai un ami qui a été 2 jours. Parce que sa sœur partait en voyage, donc 2 jours. D'accord. Mais en même temps, mon père, il était sur moi. Son énergie était sur moi, donc il n'était plus dans son corps. Oui, mais il y a eu plus de 3 jours et demi. Non, c'était au bout de quelques heures. Oui, non, mais je veux dire, entre le moment où il y a eu la crémation. Oui, la crémation, mais en principe, au bout de 2 jours, il est parti. Il n'est plus dans le corps. Il est autour du corps. L'âme resterait dans l'entourage du corps, mais pas dans le corps. Ces 3 jours et demi sont importants, donc essayez de veiller vos mourants, dans la mesure des... Veillez les mourants, veillez les morts, et essayez de rester au moins 3 jours ou un peu plus avant de les mettre en terre. Oui, mais c'est pas forcément veiller. Les gens pensent qu'il faut ramener le corps chez soi et le veiller pendant 3 jours. Non, on peut se déplacer dans la chambre funéraire ou à la morgue. C'est pas, pour beaucoup, c'est beaucoup de contraintes de ramener le corps chez soi. Puis c'est spécial quand même, avoir le corps à la maison. Beaucoup d'histoires de papillons et de scarabées, d'animaux qui se présentent à nous. On peut penser que c'est l'âme des morts. Quelque part. Vous avez vu des papillons après la mort de votre père ? Oui, j'ai eu un... Alors j'étais à la campagne, je n'étais pas à Paris, alors peut-être qu'il y a des endroits où ils se manifestent plus. Il y en a à Paris des fois. J'en ai eu un pendant tout un hiver sur mon bonsaï. Ouais. J'ai eu une nuée de papillons devant ma fenêtre à la campagne. C'était quand le livre est sorti. C'est une nuée d'âmes qui vous remercie. Voilà, c'était vraiment... Il y en avait, il y en avait une centaine. C'était vraiment très important. Ah oui, mais c'était un message, ça. C'est des messagers, les papillons. Valérie Seguin. À un moment, vous dites que vous en vouliez à votre grand-mère d'être encore en vie, d'avoir survécu à son fils. Alors, c'était pas son fils, puisque c'était ma grand-mère maternelle. Maternelle, d'accord. Parce que c'était pas dans l'ordre des choses. Parce qu'il est parti trop vite aussi. Une semaine, trop vite, si vous voulez. J'ai pas eu le temps de
voilà, et on m'a dit qu'il allait partir, c'était mon unique parent. Pour moi, j'ai toujours pensé que j'enterrerais ma grand-mère avant mon père. Lui aussi d'ailleurs. Et vous l'avez dit à la grand-mère, parce que moi on m'avait dit de ne pas le dire à la grand-mère, de ne pas lui annoncer que son fils était mort. Alors, c'est pas moi qui lui ai annoncé, mais quelqu'un d'autre l'a fait, oui. Mais c'était pas son fils, c'était son... Il n'avait plus de père et mère, lui? Non. D'accord. C'est difficile d'annoncer à un père ou à une mère que son enfant est mort, même quand on a 90 ans. Donc ça, c'est aussi tout un... Moi, j'ai dit ok, je dis rien, mais ma grand-mère savait que mon père était mort. Je veux dire, elle le voyait, elle le savait, puisqu'elle me demandait est-ce que ton père a retrouvé du travail. C'est bizarre, hein? Ouais. Donc, des fois, on n'a pas besoin de dire, les vieilles personnes, elles savent. Mais moi, j'ai pas vécu ça, puisque c'était pas la mère de mon père. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est aussi une question qui peut se poser. Est-ce qu'on annonce à des personnes plus âgées la mort de leur fils Je pense qu'il faut, oui. Il y a tout un chapitre aussi sur la communication après la mort dans votre livre. Un petit chapitre sur comment se préparer à mourir soi-même. Bon, ça, on n'en parlera pas. Les gens qui sont intéressés par le sujet, ils iront voir comment se préparer. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est un des chapitres les plus petits. Hein. Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à part lâcher prise. Par lâcher prise. C'est pas toujours évident. Et la pire solitude pour un mourant est de ne pouvoir annoncer à ses proches qu'il va mourir, sentir venir sa mort, celui qui ne peut en parler, ni partager avec les siens ce que la proximité de ce départ lui inspire, celui-là n'a souvent pas d'autre issue que la confusion mentale, le délire ou même la douleur qui permet au moins de parler de quelque chose. Le mourant sait. Ça, c'est dans La mort intime. De qui ça? Marie de Henzel. Marie de Henzel. Donc, il faudrait vraiment que le mourant puisse annoncer sa mort. En tout cas, qu'il soit mis au courant. Et bien souvent, comme par exemple pour mon père, on ne l'a pas mis au courant. Même le médecin ne voulait pas mettre au courant. Et pourquoi? Puisque le médecin savait. Je ne sais pas pourquoi le médecin... c'est pas moi qui étais en contact avec le médecin, mais je ne sais pas pourquoi le médecin a décidé de ne pas lui dire. Il le dit à la famille et pas à la personne concernée. Donc si c'est nous, on ne le dit pas, il ne... Est-ce qu'il attendait à ce que ce soit vous qui le disiez? Moi, je trouve que ça serait plus au médecin de le dire, à son médecin de lui dire. Ah, c'était son médecin? C'est très compliqué pour la famille de lui dire tu vas mourir. C'est plutôt au médecin de le dire. C'est difficile, hein. Oui, mais justement, c'est plus facile pour un médecin. Bon, on va terminer cette émission 3 jours et demi après la mort de votre père. Ça, c'était en 2014. 2015. Enfin, le livre, oui. Vous avez mis 1 an à l'écrire, le livre? Oui, c'est qu'il y a aussi toute une enquête. Puisque un tiers du livre, c'est mon témoignage. Après, le 2 tiers, c'est une enquête. Il y a une enquête. Ouais. Il y a une enquête sur tous ces sujets. Sur Charbonnier, sur la mort, ouais. Parce qu'avant, ça vous intéressait pas vraiment. La mort, non, pas du tout. Non, et le sujet non plus. Je m'intéressais à la spiritualité, mais je lisais des livres d'ouverture spirituelle. Mais je m'intéressais pas du tout à l'au-delà et à la mort. D'abord parce que, comme je l'avais dit à mon père, je n'avais aucune certitude. Moi, je me disais, il y a peut-être... il y a plus d'éléments en faveur d'un au-delà que rien du tout. Mais pour moi, je me disais, il y a 7 chances sur 10 qu'il y ait un au-delà. Non, puis j'ai le temps, j'ai les enfants. C'est vrai que quand on a ses enfants, on est en pleine... Ils poussent, ils grandissent et tout, on n'a pas le temps de s'occuper de la mort. Une très belle citation que vous avez trouvée dans le dialogue avec l'ange. Très beau passage dans le dialogue avec l'ange. Ce n'est pas la mort qui est mauvaise, mais la tâche non accomplie. Il semblerait que, une fois qu'on meurt, mais c'est ce que beaucoup de personnes disent d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'au moment de mourir, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait le tiers du quart de ce qu'ils avaient à faire. Ça donne à réfléchir. Sur cette vie terrestre. Sur cette vie terrestre. Vous êtes parti sur essayer de faire un film sur l'âme qui serait là avant, pendant et après. Qu'est-ce que c'est que cette âme? D'où elle vient? À qui elle est? Où elle va? Ça risque d'être intéressant. On se retrouvera à ce moment-là? Avec plaisir. On se retrouvera à ce moment-là. Je rappelle le titre de votre livre, Les 3 jours et demi après la mort de mon père. C'est publié aux éditions des Arènes, Les Arènes, Valérie Seguin. Et puis le film que vous pouvez visionner, dépêchez-vous, sur YouTube.
Et si la mort n'existait pas, et puis peut-être après vous avez fait du crowdfunding, non? Qu'est-ce que vous faites après? Oui, alors on a fait un financement participatif, une demande de financement participatif pour le deuxième film. D'accord. Parce que celui-là, oui, j'ai besoin de financement pour le terminer. On a déjà filmé quelques interviews. Pour le deuxième? Ouais. D'accord. Je vous remercie beaucoup Valérie Séguin, merci à vous. Merci. Toutes les recherches qui ont été faites depuis plus de 40 ans sur les différentes expériences périmortelles, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire les contacts qu'ont les personnes mourantes avec des défunts dans les chercher les accompagner, les expériences de mort imminente, les contacts avec les défunts, soit spontanés, soit induits par des médiums, les expériences aussi de vie antérieure qui ont été étudiées par Stevenson et Tucker notamment, enfin bref, tous les faits convergent vraiment pour valider l'hypothèse sur laquelle la conscience est indépendante du cerveau. Elle peut se servir de différents corps pour interagir avec la réalité matérielle, mais elle n'en a pas besoin. Le corps a besoin de la conscience n'a pas besoin du corps. Nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort, comme la naissance, puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre. Mais pour ça, il va falloir changer de paradigme. Accepter que c'est pas forcément la matière qui crée l'esprit, qui crée la conscience, d'accepter que c'est la conscience qui permet à la matière de se manifester. Les scientifiques sont des êtres humains, sont très attachés émotionnellement à leurs croyances. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,